implémenter la participation en ligne pour en tirer le plein potentiel. Je vais aborder 7 constats, extraits des travaux du laboratoire Interact, et notamment ceux encadrés par ma collaboratrice Clémentine Schollins. Mais d'abord, intéressons-nous de plus près à la participation en ligne ou e-participation. Pourquoi attire-t-elle autant d'intérêt récemment, et particulièrement auprès des villes européennes ? Eh bien, d'une part, un outil de type boîte à idées, boîte à vote en ligne permet d'inclure et de diffuser auprès du plus grand nombre une démarche participative. Les jeunes actifs ou jeunes parents, par exemple, qui ne peuvent se déplacer en fin de journée et participer à un atelier en face à face. D'autre part, c'est un moyen simple et efficace de recueillir un grand nombre de données de type idées ou vote en faveur ou en défaveur de ces idées. Mais qui dit données dit stratégie de collecte et de traitement de ces données. Et ces stratégies ne sont pas anodines à mettre en œuvre. Elles nécessitent une maîtrise de l'outil et du processus. La quantité de données peut rapidement devenir énorme, la qualité des données est très disparate. Pourtant, il y a derrière ces données un ensemble d'attentes citoyennes à ne pas décevoir. Pour bien illustrer mon propos, je vous propose ici d'analyser avec moi un cas d'étude qui a été anonymisé. Il s'agit d'une plateforme en ligne lancée par une ville européenne sur laquelle ont été déposés pas moins de 1604 projets citoyens qui ont ensuite recueilli 97 827 votes pour ou contre. Toutes ces données ont instruit un rapport final qui résume les actions prioritaires pour la ville pour les années à venir. Nous avons analysé ces données et ce rapport et nous avons également organisé des focus group et des entretiens approfondis avec certains représentants de la gouvernance locale. Dans cette vidéo, je m'intéresserai particulièrement au tri et au traitement des données quantitatives. Prenons un moment pour comprendre comment nous avons analysé ces données. Je pourrais ainsi d'autant mieux vous expliquer comment éviter les pièges tendus par la e-participation. Nous avons extrait les 1604 projets de l'interface en ligne et nous les avons recodés selon différents indicateurs. Lors de la rédaction de l'idée, le citoyen devait choisir parmi 26 thématiques préidentifiées lesquelles, à son avis, étaient les plus pertinentes. Certains citoyens ont choisi une ou deux thématiques, d'autres en ont coché 26, d'autres encore ont choisi des thématiques qui n'avaient absolument rien à voir avec l'idée proposée. Nous avons donc réattribué 2 thématiques à chaque projet pour rendre le set de données plus fidèle aux attentions des citoyens. Nous en avons aussi profité pour créer 3 nouvelles thématiques qui, selon nous, manquaient à la liste des 26 proposées. Et puis enfin, nous avons trié, dans une thématique inclassable, les idées qui s'éloignaient vraiment trop de toute catégorie. Faisant cela, nous avons également opéré un codage des idées similaires. Nous avons ensuite dénombré les tendances et les avons comparées avec les actions prioritaires telles qu'énoncées dans le rapport final diffusé par la ville. Et nous voici face au premier des 7 constats que nous avons pu faire. Parmi les 1604 idées, d'abord, 27% sont très courtes, pas très précises. Nous les avons intitulées des titres idées. Elles sont tellement imprécises qu'elles s'assimilent effectivement à un simple titre. Leur caractère succinct les rend difficiles à comprendre, difficiles à traiter pour les responsables en charge du traitement des données. Qu'est-ce que le citoyen a voulu dire? Comment étoffer une proposition si courte? Par ailleurs, encore 5% des propositions n'en sont en fait pas. Les fiches identifient un problème, une doléance, mais sans proposer d'embryon de solution en retour, ce qui est contraire au principe même de collecte d'idées citoyennes en ligne. Second constat, c'est manifestement difficile pour les citoyens de choisir lesquelles des 26 thématiques proposées associées à leur idée. Certaines fiches, comme la 354 ici illustrée, pourraient s'associer à plusieurs thématiques. Les sports, la culture ou encore l'environnement. L'idée, elle est trop vague que pour être classée avec certitude dans l'une ou dans l'autre. D'autres fiches, comme la 937, déclinent plusieurs idées pour un seul quartier. On voit donc à quel point il est difficile pour les participants de rédiger leurs fiches de manière vraiment rigoureuse, à moins qu'aucune consigne ne leur ait été donnée à cet égard. Et ceci, en retour, rend le traitement des données vraiment complexe aussi. Troisième constat, on constate qu'une certaine logique de compétition s'installe. Tout d'abord, entre les idées proposées par la ville elle-même, originellement pour inciter et donner l'exemple, et les idées proposées par les citoyens. On constate que les idées de la ville influencent celles des citoyens. On constate aussi que ces 23 idées proposées n'ont pas attiré le plus de votes, mais elles apparaissent pourtant dans les actions prioritaires finalement retenues. Alors, il est légitime pour la ville de vouloir donner l'exemple, de s'inspirer, d'inspirer les autres. Et pour ce faire, finalement, elles utilisent des idées qui sont de toute manière déjà dans les cartons, en passe d'être implémentées.
Mais il est aussi important alors de bien distinguer ces idées lors du processus de vote pour ne pas donner de fausses impressions aux participants qui prendraient connaissance ensuite du rapport final. On constate aussi que certains participants sont très actifs, déposent parfois plus de 50 fiches projets. On peut les assimiler à un lobby, poussant des intérêts davantage individuels que collectifs. Enfin, on constate finalement que sur ce genre de plateforme, chacun rédige un peu pour soi, dans son coin, sans finalement pleinement bénéficier de la logique participative qui voudrait que la co-création prévale sur l'ambition individuelle. Quatrième constat, et cela semble évident, aucun des votants n'a pu raisonnablement prendre connaissance et comparer les 1604 projets avant de voter. Donc, la manière dont les projets apparaissent sur l'interface, leur ordre à l'écran, influence forcément le vote. En outre, cinquième constat, on peut voir apparaître beaucoup de fiches projets en lien avec une thématique, par exemple la sécurité, mais sans que ces fiches ne reçoivent pour autant beaucoup de votes. Alors, comment évaluer ces fiches? Les garde-t-on dans le top 100 sous prétexte qu'elles visent une thématique qui attire beaucoup d'idées, ou bien on ne les garde pas puisqu'elles n'ont pas attiré beaucoup de votes? Ceci dénote une logique de sélection qui est particulièrement complexe et paradoxale et qui est fonction de comment on compte, de ce qu'on compte, le nombre d'occurrences ou le nombre de votes. Alors, autant en être conscient dès le départ, avant de lancer une initiative, et autant communiquer clairement aux participants à ce sujet. Sixième constat, les participants, sans se concerter, ont parfois tendance à rédiger des idées très similaires. Par exemple, dans le cas d'études qui nous occupent, il y avait énormément de fiches projets qui concernaient la thématique de la réaffectation des cellules vides au rez-de-chaussée. Prises indépendamment, elles n'ont pas récolté beaucoup de votes, pas suffisamment en tout cas. Mais si on avait pris la peine de les fusionner avant de les soumettre au vote, alors cette proposition aurait été la priorité numéro 1 en termes de votes positifs reçus. On comprend donc toute l'importance du traitement continu et intermédiaire des données avant de proposer un set de fiches idées convergentes et de les soumettre au vote. Septième, dernier constat, aussi largement débattu par les participants rencontrés lors de nos focus group, il est vraiment important que le document final, celui qui résume les résultats de l'initiative de e-participation, soit limpide dans sa structure comme dans son compte-rendu. Ici, dans notre cas d'étude, il y a plus de 120 actions prioritaires qui sont proposées. Elles sont annoncées comme étant inspirées de l'initiative de e-participation. Ces 120 actions sont classées en thèmes, proposées côte à côte avec d'autres projets à l'échelle métropolitaine, dont on ne comprend plus très bien s'ils sont extraits de la participation ou non. À ces 120 actions s'ajoute toute une série d'informations résumées sous des titres comme objectifs stratégiques, tendances de l'expression citoyenne ou encore programmation stratégique. Ces programmations stratégiques sont à leur tour associées à toute une série d'initiatives, de schémas, de documents directeurs. Et finalement, on retrouve difficilement la trace des projets et des votes soumis par les citoyens sur la plateforme. Une liste des 100 projets les plus soutenus est proposée en annexe, mais elle n'instruit pas manifestement et directement les 120 actions prioritaires retenues. Alors, il est évident que la ville conserve toute la marge de manœuvre qui lui est due dans l'établissement de ses priorités. Le principe des élections veut que l'on fasse confiance ensuite aux acteurs de la gouvernance que nous avons choisis. On comprend aussi que certaines propositions citoyennes ne sont pas toujours réalistes, pas toujours pertinentes, mais on peut aussi comprendre le désarroi exprimé par les citoyens participants qui ne parviennent plus à retracer la trajectoire de leur fiche idée et qui se demandent finalement un peu quelle est la transparence de ce processus de sélection. Alors en conclusion, que retenir? Eh bien, que la e-participation, elle a beaucoup de mérites. En particulier, les villes qui tentent aujourd'hui cette aventure ont beaucoup de mérite. Le cas d'étude choisi, il en témoigne. Nous le considérons comme un exemple à suivre, avec parfois quelques maladresses, mais qui ouvre au moins la porte à un apprentissage continu. Et ces apprentissages, ils sont nombreux. La participation en ligne, elle est d'autant plus efficace lorsqu'elle s'organise en complémentarité avec d'autres modalités, pour lisser les risques de la logique individuelle qui ne doit pas prendre le pas sur la logique collective. La clarté de la consigne, la transparence de l'ensemble du processus, le retour traçable aux participants pour garantir la cohérence de l'action sont d'autres apprentissages importants extraits de ce cas d'étude. Alors, si vous êtes désireux de vous lancer dans la participation en ligne, établissez bien le cadre et les règles du jeu. Les citoyens participants en seront d'autant plus satisfaits et accorderont ensuite toute la légitimité à vos mécanismes de gouvernance.